Certes, je pourrais dessiner dans mon coin, résumer mon activité, un travail très solitaire, mais j'aime le lien humain, j'aime ces ponts que l'on crée à travers ces projets. Et je la trouve étonnamment très douce, il y a une vraie tendresse en Égypte que certainement je romantise un petit peu, y compris à travers mon travail et mon regard. Mais je me suis tout de suite senti très bien. Et la déconstruction d'une masculinité viriliste, très souvent représentée dans mon travail, parce que je trouve que ce sont des constructions très violentes, certainement que j'ai dû moi-même subir plus jeune. Et l'art notamment, et le développement de toutes ces œuvres s'inscrivent non pas dans une démarche d'extraction, d'imposition d'un langage, mais au contraire la création d'une sphère sécurisante où j'écoute ce qui se passe dans mon ventre. En fait. Je suis pas très rationnel dans mes choix de vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'Orient Express. Aujourd'hui, oui, on parlera français parce que j'ai avec moi un invité qui est artiste et designer, dont le travail coloré, symbolique et aussi un peu rebelle m'a tout de suite intriguée. Son attrait pour l'altérité et sa recherche d'authenticité le fait voyager entre Orient et Occident et le mène aussi à résider, notamment au Caire. Donc c'est avec grand plaisir que j'accueille Louis Barthélémy. Bienvenue chez Orient Express. Bonjour Amy, merci. Merci pour cette invitation. Je t'ai présenté brièvement, mais j'aime toujours demander à mes invités comment eux se présentent et comment ils se définissent. Je pense que je me vois un peu comme un individu qui navigue entre plusieurs espaces, plusieurs lieux et je suis à la recherche, dans ma pratique, mais également dans ma vie personnelle, à la recherche de lieux de rencontre entre différents mondes, différentes cultures, différents profils. Je suis pas du tout attaché à une identité figée, à l'idée d'un communautarisme radical. Je me vois voilà, vraiment comme un peu comme un navigateur. Et le Caire, tu t'y es installé, on va dire, récemment. Est-ce que tu peux me parler de la première fois où tu es venu en Égypte? Bien Quelles étaient sûr. tes impressions? En fait, moi, ça fait 9 ans maintenant que je viens en Égypte très régulièrement et que je considère le Caire comme une de mes bases. Avec des épisodes où j'étais plus ou moins là, mais il y a une vraie sorte de fidélité avec cette ville. Ce que j'ai ressenti la toute première fois en 2017, déjà ça a été un vrai coup de foudre pour la ville, pour les Égyptiens, pour quelqu'un également, donc ça a été associé à une passion amoureuse. Je pense que j'ai été subjugué par le chaos, l'échelle, le brouhaha. Il y a quelque chose d'assez écrasant, mais en même temps euh, très inspirant. C'est une ville qui donne énormément d'énergie, que je trouve Donc tu l'as très pas. Il y a généreuse. beaucoup de gens qui viennent et qui disent: «J'ai été limite agressé par le bruit, par l'intensité». Toi, ça t'a pas forcément agressé, ça t'a plutôt stimulé, tu dirais? Complètement, ça m'a stimulé. Je me suis complètement abandonné en fait à son rythme. Je me suis livré à cette ville. Et depuis, je me laisse en fait emporter euh, par son énergie. Et je la trouve étonnamment très douce. Il y a une vraie tendresse en Égypte que certainement je romantise un petit peu, y compris à travers mon travail et mon regard. Mais je me suis tout de suite senti très bien. Naturellement, il y a quelques obstacles dans le quotidien auxquels on fait face quand on arrive parce qu'on n'a pas forcément l'habitude des distances, euh, ni des horaires d'embouteillage. Mais une fois qu'on comprend un petit peu son fonctionnement, on circule très facilement. Comment est-ce que tu gères, ça me fait sourire, comment est-ce que tu gères le temps ici? Parce que nous, en Europe, on a l'habitude des rendez-vous ponctuels et cetera, des choses qui sont assez fixes. Ici, c'est beaucoup plus fluide. Est-ce que, c'est toujours frustrant pour toi? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui s'habitue et qui aime cette flexibilité? J'aime cette flexibilité. J'aime cette flexibilité parce qu'elle s'accompagne d'une certaine spontanéité.
et c'est ce que je cultive au quotidien, et c'est ce que je recherche également quand je viens ici. Donc ce rapport au temps, au contraire, moi, je pense qu'il m'a, donné, de l'espace, en fait, pour réfléchir, pour apprécier les moments présents, Mmh. pour me livrer, à l'autre et à des rencontres inattendues. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai, adopté, ici en Égypte. OK. J'aimerais que tu nous parles, de tes projets artistiques en Égypte. Il y en a plusieurs, mais ce que j'aime, c'est que tu vas vraiment sur le terrain, tu vas chercher le contact avec les artisans et vous, en fait, collaborez pour faire un produit fini. Peut-être parle-moi d'un projet qui t'a particulièrement plu et un projet qui t'a particulièrement challengé? Mmh. Bah, je pense que chaque projet, vient avec ses challenges. Tout a commencé, lors de mon premier passage au Caire avec la rencontre d'un artisan qui s'appelle Tarek El Safti dans le Caire islamique, au niveau de la porte Bab Zoueila. On a tout de suite Mmh. sympathisé, j'ai ensuite rencontré ses équipes qui l'épaulent et qui l'accompagnent dans la réalisation d'œuvres textiles. C'est la technique en particulier qui m'a séduite, c'était la technique d'appliquer donc de Raya Meya. Mmh. Hem et bah, ensemble, on a développé, voilà, maintenant 8 9 ans, un grand nombre de projets. Il y a des choses plus personnelles, qui me tenaient à cœur de réaliser, des projets commissionnés, Mmh. parfois avec, des entités très structurées. Ça peut être certes un collectionneur, un particulier comme, une entreprise, un holding, une institution. Donc Ça te c'est permet de faire des objets très divers au final. Soit tu as un brief très précis ou soit tu as plus de liberté pour, Ouais, on créer. aborde des je pense qu'on a abordé ensemble, à travers les dessins et à travers ces œuvres textiles, des sujets très différents. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi permis de donner, à ce métier d'art, quand même associé à un langage, iconographique, très inscrit en Mmh. Égypte. Ça nous a permis de l'amener sous une forme contemporaine vers des conversations peut-être, plus diverses, parfois globales. Mmh. Et c'est justement cet exercice et ce travail de traduction, en fait, que j'aime. Traduire une mémoire, traduire une technique ancestrale, traduire un langage, peut-être vraiment attaché à une terre, à un lieu, mais comment l'amener vers, une forme qui soit, Compréhensible. compréhensible, peut-être, un peu plus universelle peut-être, Mmh. et contemporaine. OK. Donc voilà, pour revenir à cette question, est-ce qu'il y a un projet en particulier que je trouvais, très très plaisant, très inspirant? Je pense que ça a été la toute première rencontre et la toute première œuvre réalisée avec Tarek, que j'ai adoré puisque j'ai compris un petit peu le contexte culturel, historique, d'où venaient ces gestes, des gestes transmis de génération en génération. Comment les amener vers aussi une iconographie qui soit ludique, Ouais. et qui me ressemble. Et hem et donc ça, je pense que je chéris ces moments, ces tout premiers moments de collaboration, où l'étincelle est vraiment née. Des projets plus complexes, bah, c'est vrai qu'il y en a eu un dernièrement qu'on a livré à Paris d'une taille vraiment monumentale, et c'est la première fois qu'on travaillait sur des échelles aussi grandes pour un hôtel particulier. Donc c'était une grande toile ou c'était Également, c'est une grande ouais, toile, montée sur châssis et sanglée qui était ensuite posée, encastrée afin de recréer le plafond d'une salle de réception d'accord. au rez-de-chaussée d'un hôtel particulier qui a appartenu au Calouste Gulbenkian. Donc c'était aussi un lieu chargé d'histoire, Mmh. et repensé par un cabinet d'architectes londonien. Donc je me trouve un peu en trait d'union Ouais. entre des mondes très différents. Un client qui sera, une holding, un cabinet d'architectes et de décorateurs londoniens qui n'ont pas forcément mis les pieds en Égypte Mmh. auparavant, et ce collectif d'artisans du Vieux Caire avec qui je collabore, et j'essaie de créer, de tisser voilà, une toile entre ces 3 entités, heu, Littéralement. littéralement, et avec mon langage iconographique. Et bah, on apprend énormément en fait de ces exercices parce que finalement, certes, on répond à une demande, mais on crée aussi une relation Mmh. de confiance. Et je pense que, il y a un besoin de lâcher prise, pas forcément imposer une vision, mais ouvrir un espace de conversation entre tous ces acteurs. Les relier autour d'un projet commun, moi je trouve c'est ça qui me plaît, chez toi et qui a aiguisé ma curiosité justement d'une manière détournée, tu viens pas,
de but en blanc, en dire je veux faire ça, allez. C'est par un projet où tu amènes différents acteurs de différentes classes sociales, de différents pays, de différentes spécialités aussi, et au final, ça rend quelque chose de fantastique. Ouais, moi je crois vraiment en fait au travail collaboratif et à cet esprit collectif dans la création. Certes, je pourrais dessiner dans mon coin et résumer mon activité à un travail très solitaire, mais j'aime le lien humain, j'aime ces ponts que l'on crée à travers ces projets. J'aime m'ouvrir à l'autre, comprendre à peut-être l'enjeu culturel, social, économique, politique, technique aussi, dans lequel il se trouve, et, et voir aussi où sont les points de rencontre, les similitudes, et dans quelle mesure on se retrouve entre humains. Parle-moi de... C'est pas un tableau, c'est comme un patchwork. Bon, en fait, c'est une série de tableaux sur châssis qui racontent le voyage de la Zarafa, qui était un cadeau diplomatique de l'Égypte à la France au XIXe siècle. Et là, c'est une scène qui se déroule au Caire. C'est un travail en fait d'appliquer, c'est de la broderie fait entièrement à la main. Comme Khayamiya, ce qu'ils appellent. C'est justement la technique de Khayamiya en Égypte, exactement, qui est une technique textile qui a été introduite, on pense à l'époque fatimide, mais qui s'est vraiment développée sous l'ère ottomane. Et qui orne les pavillons. Donc ça peut être des pavillons de guerre ou des pavillons de cérémonies religieuses, comme des obsèques, des mariages, des baptêmes. Toujours à l'intérieur des bâtiments. Oui, voilà, c'est des pavillons extérieurs également, que l'on peut voir dans la ville d'ailleurs au moment du Ramadan. Très souvent, l'iftar est célébré dans des pavillons qui sont aujourd'hui dans des textiles imprimés, des textiles industriels. Oui, qui sont rouges et jaunes là. Voilà, avec ce motif exactement un peu islamique, mais revisité, égyptianisé. Et moi, j'ai adoré cette technique lors d'un premier voyage en Égypte. Et ce qui m'a interpellé, c'est surtout la technique et puis la rencontre avec les artisans que j'ai pu faire dans le quartier de Bab Zoela. Et suite à ça, on a initié tout un travail de réalisation d'œuvres qui racontent des histoires à partir de mes dessins. C'est vrai que j'aime les histoires qui lient plusieurs cultures, qui racontent des points de rencontre. Donc justement, cette histoire-là, en l'occurrence, cette anecdote historique, elle incarne tout à fait ça. Cette rencontre entre l'Égypte, le Soudan, parce que cette girafe est capturée au Soudan, et la France. La girafe en tant qu'ambassadrice, en fait. Exactement, c'est une girafe ambassadrice qui a vécu 18 ans à Paris, au Jardin des Plantes. Incroyable. C'était la première girafe en fait que les Français, que le peuple français a pu voir, parce que jamais une girafe n'avait été introduite sur le territoire. Incroyable. Ton travail est pas seulement en Égypte, il y a aussi une partie au Sénégal, à Marrakech, qui te fait pas mal voyager. Il y a un côté rebelle, je trouve, dans certaines de tes productions que j'aime particulièrement, où tu remets un petit peu en cause les normes, notamment la masculinité. Est-ce que ça te vient naturellement? Est-ce que tu as une appréhension avant de produire des choses comme ça? Ou qu'est-ce qui te pousse un petit peu? D'un côté, tu as la volonté de relier les gens et d'un autre côté, tu as envie de challenger un petit peu les normes. Comment est-ce que tu gères tout ça? C'est vrai que, bon, déjà, moi, dans mon travail, comme tu dis, je travaille avec pas mal de collectifs de différentes régions, du Sénégal, le Bénin, à l'Ouzbékistan, la Tunisie, le Maroc et autres. À chaque fois, il y a un contexte culturel bien particulier. Donc, j'essaie toujours d'inscrire en fait le projet où il est réalisé avec le contexte culturel dans lequel il va prendre forme. Ça me paraît important, afin que les artisans avec qui je travaille puissent s'identifier, puissent comprendre le message, le symbolisme. Aussi, Absolument, voilà. Et s'investir, se sentir impliqué en fait, dans cette conversation. Après, on va aborder des sujets, si c'est pas sensible, parfois un peu subversif, détourner ou même déconstruire certains récits, les déplacer.
Mais ce que j'aime chez les artisans, justement, c'est ce côté assez espiègle, rusé. Ils apprécient, en fait, la démarche. Aussi parce elle est tout d'abord très respectueuse des codes. Je Oui. pense pas que ce soit ostentatoire. Il y a une dimension très ludique et légère dans ces détournements. La masculinité et la déconstruction d'une masculinité viriliste est très souvent représentée dans mon travail, parce que je trouve que ce sont des constructions très violentes, certainement que j'ai dû moi-même subir plus jeune. Et aujourd'hui, à travers la délicatesse de ces broderies, de ces textiles, euh, j'aime les détricoter, en fait. Euh, et offrir, proposer d'autres formes de beauté, de De masculinité, reconnaissance de la valeur d'une personne qui ne passe pas forcément par la force. Absolument, Mm. ouais, absolument. Et ça, on peut parler de masculinité à travers certaines œuvres. On va aborder d'autres thèmes. Ça peut être le poids colonial et le sujet des restitutions au Bénin ou en Tunisie. On a pu aborder des sujets comme le courage et le voyage de migrants qui partent des côtes tunisiennes. En fait, ça me paraît important d'aborder ces sujets d'actualité, ce sont des sujets sociaux Bien parfois sûr. graves, et d'honorer aussi non seulement les techniques, mais peut-être les communautés qui sont concernées par ces sujets. Le sujet colonial me questionne et est important pour moi. Dans une vidéo récente, je parlais du fait qu'au Caire, il y a beaucoup de bâtiments qui étaient construits par des architectes européens. Et moi, à chaque fois que je les regarde, bien sûr, c'est mélangé avec un peu d'architecture islamique, mais quand je les regarde et que je m'extasie devant, j'ai une partie de bonheur et j'ai aussi une partie de culpabilité. Parce que je me dis, mais j'admire un art qui est colonial, en tout cas c'est colonisation de la pensée. Et donc est-ce que j'admire le Caire? Est-ce que j'admire ma propre culture que je vois représentée ici? C'est vraiment quelque chose qui me questionne. Et toi, lorsque tu parles de ces sujets un petit peu plus difficiles à aborder, est-ce que ton approche est comprise ou, enfin, je pense que tu le fais avec beaucoup de délicatesse, mais comment est-ce que tu gères le fait que tu sois européen, grandi en Europe et que tu vas dans d'autres pays et que tu traites ces sujets comme moi, tu le fais avec d'une posture de curiosité, mais comment est-ce que c'est perçu et comment est-ce que tu ouvres justement ce dialogue? Je pense que c'est vrai que quand on est en Égypte, on ne peut nier l'existence d'un passé colonial français très présent, euh, et on peut constater, notamment à travers l'architecture, des prouesses, mais on ne peut pas nier ce qui a été associé à cette présence coloniale française, notamment les exactions, le pillage, l'appropriation de leur histoire pour parer nos musées en France. Donc, moi, j'essaie d'aborder ce sujet déjà sans déni, avec une certaine humilité, une certaine sensibilité. Je ressens pas particulièrement le poids de la culpabilité, mais j'essaie de me positionner autrement. Non pas dans la continuité d'une posture coloniale, mais au contraire dans la rencontre avec l'autre, l'écoute, la création d'espaces de Mmh. conversation sans hiérarchie, euh, où l'on peut se livrer, échanger, comprendre peut-être où se trouve la blessure dans Ouais. l'autre, et voir voilà, dans quel terme, dans quelle mesure on peut se retrouver à travers des échanges salvateurs. Et je pense que Mmh. la création et l'art, notamment, et le développement de toutes ces œuvres s'inscrivent non pas dans une démarche d'extraction ou d'imposition Mmh. d'un langage, mais au contraire, la création d'une sphère sécurisante où on peut parler,
sans renier. Collaborative. Voilà, et collaborative, absolument. Donc, voilà, je pense que c'est naturellement quelque chose qui est très présent en Égypte, notamment d'autres pays où je me rends et on aborde, on peut aborder ces sujets. Je pense ce qui est important, c'est de favoriser un discours qui soit holistique. Ouais. Ici, précisément, j'ai voulu pousser le raisonnement un peu plus loin parce que Louis a créé une collection pour Baileneum qui s'appelle Egyptomania. Elle a d'ailleurs reçu un prix Elle Déco l'année dernière. Il a aussi créé sa propre marque, Oudjat, qui s'inspire de l'artisanat égyptien et de l'esprit de l'oasis de Siwa. Je lui ai donc posé, a posteriori, la question suivante. Certains critiqueront ta démarche en parlant d'utilisation ou même d'appropriation culturelle. Ça me parle parce que je travaille moi-même en ce moment sur un projet artistique qui contient des symboles égyptiens. Donc, quel est ton point de vue sur ces remarques qu'on peut te faire et comment est-ce que tu le gères ? C'est une conversation qui est très importante à avoir, qu'il ne faut surtout pas nier et aborder avec simplicité, sincérité, transparence. J'aspire dans ma démarche à être dans un véritable dialogue culturel, une rencontre avec l'autre dans son altérité, dans son écosystème, à la fois culturel et économique, et être dans une posture d'égalité, où il n'y a pas d'extraction culturelle, où il n'y a pas utilisé la culture de l'autre pour des intérêts personnels, mais vraiment mettre chaque acteur sur le même plan et puis surtout s'assurer qu'il y ait une reconnaissance, un partage du crédit et du statut d'auteur, et une redistribution économique qui bénéficie à tous. Donc voilà, je pense que c'est avec cette intention et avec ces valeurs qu'on évite de tomber dans l'appropriation culturelle et qu'on est véritablement dans un échange plus qu'une extraction et une domination d'une culture sur une autre. Voilà, c'est en tout cas des aspects auxquels je suis très conscient dans ma démarche et je veille le plus possible à ce que on ne glisse pas dans cela, mais qu'au contraire, il y a vraiment une célébration de chaque collectivité impliquée, autant dans la communication, dans l'image, que dans la redistribution économique. J'ai un petit exercice qui va être fun. J'aimerais avoir ton ressenti sur Louis Barthélemy et l'Égypte. Donc, je vais te poser des questions rapides et tu me réponds en quelques mots ou en une phrase. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ok. Louis Barthélemy et l'Égypte. Quel est le cliché sur l'Égypte que tu entends le plus et qui est totalement vrai? Que les Égyptiens sont rigolos. C'est vrai, ils ont un vrai humour très particulier et c'est quelque chose qu'on peut pas leur retirer. Ok. Quel est le cliché qui est totalement faux sur l'Égypte? Que l'Égypte soit portée sur le passé. Je trouve que l'Égypte est un pays extrêmement dynamique et finalement très contemporain. Ok. Quelle est la première chose que tu fais lorsque tu arrives au Caire? J'ouvre la fenêtre, je me mets au balcon et j'écoute la ville et son brouhaha. Les klaxons, les oiseaux, klaxons, les béca, béca, absolument. béca. Quel est ton mot préféré en arabe égyptien? Je dirais que c'est malish. Pour moi, c'est vraiment un couteau suisse émotionnel qui peut exprimer l'empathie, le pardon, le laisser aller, le lâcher prise. C'est La compassion et en même temps l'impuissance. l'impuissance, une forme de fatalité. Je pense pas qu'on puisse le traduire en français. J'ai Il aurait essayé, plusieurs mots, mais c'est vraiment le terme égyptien que j'adore car je trouve qu'il encapsule une sagesse égyptienne. Quel est ton plat préféré? C'est le koshari que j'ai mangé ce matin. Au petit déjeuner? Au petit déjeuner, Il y en a? à jeun. J'aime le koshari parce qu'il est riche et humble à la fois. Incroyable. Quels sont tes 3 endroits préférés au Caire? Le Nil, au coucher du soleil, et tout ce que le Nil évoque et voilà, tout cet imaginaire voilà, qu'il peut rappeler. La fondation Moussa Wassef, j'aime ce lieu pour le travail de l'homme, Moussa Wassef, qui l'a fondé, et les chefs-d'œuvre que réalisent aujourd'hui les femmes qui y travaillent dans la réalisation de tapisseries.
euh, faites à la main. Et ensuite, j'aime le Caire islamique, j'aime le quartier de Bab Zoueila, de Beit El Razaz. Mm. J'aime flâner, me perdre dans ce quartier, et puis euh, observer cette succession de tableaux vivants C'est vrai. et cette succession de scènes parfois complètement anachroniques dans un décor archaïque que je trouve à la fois tellement vivant, Mm. c'est Plein vraiment de sublime, contrastes. plein de contrastes, ouais. Est-ce que tu as une divinité égyptienne préférée? Oui, moi c'est Hathor, pour le temple de Dendera, qui est une Mm. merveille absolue, et pour ce qu'elle incarne dans ce paradoxe entre déesse de l'amour, de la beauté, de la féminité, et à la fois elle a cette force de transformation, Mm. de renaissance, cette force nourricière et cosmique. Mm. Voilà, j'adore cette association, enfin oui, et puis cette Cette association, dualité. cette dualité, voilà, et l'association de la beauté que l'on transpose sur une vache qui serait perçue pas forcément de cette manière Mm. en Occident, mais c'est vrai que Absolument. la vache a cette Mhm. force de nourrir, Ouais. a cette force nourricière. Donc définitivement à tort. Ok. Mm. Si tu pouvais décorer n'importe quel bâtiment de tes créations ici au Caire, lequel ce serait? Je pense que ça serait le palais Champollion dans le downtown. Mm. Saïd Halim Pacha? Voilà, cette épave, Ouais. Belle Époque, Elle est... rue Champollion justement. Oui. J'ai jamais pu rentrer. À de nombreuses reprises, j'ai essayé de demander au gardien de me Ouais. laisser passer. J'ai pu apercevoir quelques images en faisant des recherches. Ouais, moi C'est un aussi, lieu j'aime beaucoup cet extraordinaire. endroit. Mm. Il est Il est hanté énigmatique. complètement, Ouais. ouais. Quelles sont tes meilleures adresses pour du shopping artisanal? Alors, pour le shopping artisanal, moi j'adore Nagada à Dohi pour la céramique et quelques textiles. J'aime Madu aussi. Oui. Euh, pour des choses en verre, quelques céramiques notamment. Siwa Création aussi, Ok. pour les broderies de Siwa. Et puis, après, je pense que quand même dans le Caire islamique, il y a aussi pas mal de petits recoins. Euh, c'est pas forcément pignon sur rue, mais il faut se perdre et rentrer dans les échoppes. On va rencontrer des souffleurs de Hmm. verre, des brocanteurs, des Ouais. antiquaires. Donc, je pense que le shopping au Caire, c'est aussi savoir se livrer à l'errance. À la spontanéité, à la surprise. Mm. Euh, Quel est un choc culturel que tu as vécu qui te fait sourire aujourd'hui? Euh, je pense qu'un des chocs culturels pour moi au Caire, ça a été le rapport au temps, euh, que peut-être je n'ai pas tout à fait compris au début, mais que j'ai très vite adopté. Et, euh, et aujourd'hui, il me fait sourire parce que finalement, c'est une philosophie qui m'a libéré. Ouais. Qui enlève du stress, je trouve. Ouais, Je sais que ça me tranquillise. Et que justement, quand je vais en Europe et que j'ai des horaires fixes auxquels je dois rencontrer des gens, ça m'enferme. Et donc, mm. j'ai maintenant le choc culturel inverse. Ouais, je pense que moi, en fait, en arrivant ici en Égypte, je pense que en adoptant cette philosophie, euh, je pense que je me suis affranchi d'une logique comptable Mm. dont on hérite quand on grandit en Occident. Par nécessité, ouais. Mm. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui visitent l'Égypte pour la première fois? Euh, ouais, embrassez le chaos, abandonnez-vous, Ok. n'ayez pas peur. Voilà. Et il y a ce proverbe qui est très connu ici, Masr Dunya, donc l'Égypte, c'est la mer du monde. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Alors moi, j'adore la réponse des Marocains à ce proverbe qui est Al-Maghrib à Boha. C'est vrai, je savais pas. Ouais. Ah, c'est génial. Ils sont très drôles. Ok. Euh, Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paulo Coelho, mhm. brésilien, qui a écrit L'Alchimiste. Et son œuvre me parle beaucoup et me fait un peu penser à toi, notamment son concept de la légende personnelle. Le fait de la quête de soi, traverser les obstacles et d'une certaine manière rendre le monde meilleur. Et il parle aussi beaucoup de l'intuition. Et dans ce que j'ai pu lire sur toi,
Il me semble que l'intuition joue un grand rôle dans tes créations et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu l'écoutes, comment est-ce que tu la laisses te travailler et tu la laisses s'exprimer en fait dans ton travail. J'aime bien, elle est charmante cette analogie entre ce livre de Paulo Coelho que j'ai lu il y a très longtemps, donc j'ai un vague souvenir. Je sais pas si je m'identifie en tant que tel au protagoniste principal, bien que lui-même navigue d'ailleurs entre Tanger et l'Égypte. Donc il y a une similitude dans le parcours, Ouais. dans ce voyage, en tous les cas géographiquement. Après, c'est que pour moi l'intuition c'est tout. J'écoute ce qui se passe dans mon ventre, en fait. Je suis pas très rationnel dans mes choix de vie. OK. J'essaie de ne pas l'être en tous les cas. Parce que je pense que, et notamment dans une pratique artistique, euh, eh bien, il faut être attentif à ce qui nous entoure, aux rencontres, aux mains tendues, aux surprises. Mmh. Parce que c'est à ces moments-là que de magnifiques accidents ont lieu et que la magie opère. Voilà, donc ça c'est vraiment une philosophie que j'essaie d'amener aussi bien dans ma pratique Ouais. artistique, professionnelle que dans ma vie personnelle. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu une expérience que tu as faite où tu as écouté ton intuition, en tout cas tu as reconnu que tu l'as fait pour la première fois et ça a mené à quelque chose de fantastique et d'inattendu? Absolument, ouais. Je pense que j'ai grandi assez conditionné par l'école, peut-être l'attente d'un milieu Mmh. familial, des ambitions construites et héritées par mon enseignement. Euh, Très tôt, j'ai rejoint une maison de mode, une maison de couture à Paris, pensant que j'avais trouvé ma voie et que Mmh. j'étais lancé. Puis très vite, en fait, j'ai compris que c'était pas du tout un environnement humain, social, mais même créatif qui m'inspirait plus que ça. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à essayer d'entendre une voix complètement enfouie en moi qui jamais n'avait été entendue. Donc c'est au moment de la déception et d'une remise en question où où tu as fait silence et tu as commencé à chercher Ouais, autre je chose? pense. Et à l'époque, j'étais aussi assez fatigué. Il s'avère que je tombais même malade et c'est au moment de ce diagnostic, heu, je venais finalement de quitter ce poste et je m'étais installé au Maroc et j'étais à la recherche d'un lieu en fait, de réparation et Mmh. un lieu de, mmh, de ressourcement. C'est à ce moment-là où j'ai compris, même si sur le moment présent, je pouvais pas articuler ma pensée, j'avais pas une telle visibilité, que mon intuition m'avait complètement extirpé de Mmh. ce vase clos où j'étais en train De flétrir. de flétrir, absolument. Et je me suis installé au Maroc. C'est vrai que ça a été pour moi, en fait, un, un nouveau départ Mmh. et le plus beau des départs. Voilà, et c'est ce qui m'a ensuite amené en Égypte et autres. Enfin, ça a été un moment assez important dans ma vie, cet épisode de maladie, Ouais. parce que j'ai, je me suis libéré en fait des attentes sociales, du regard social, pour être beaucoup plus lié et attentif à ce que me dit mon corps Ouais. et mon âme. Voilà. C'est beau. Ce que j'aime dans ton profil et je m'y retrouve d'une certaine manière, c'est que, il y a des identités multiples. C'est-à-dire que ta vie est partagée géographiquement entre différents pays, pour différentes périodes de l'année et aussi les amitiés sont partagées entre différentes géographies et différents âges ou différents profils et dans ton travail aussi, tu fais intervenir plusieurs spécialités, donc c'est vraiment un millefeuille. Mm. C'est pas une vie classique, en fait. C'est pas forcément un groupe stable, un endroit stable, ce qui fait que moi, personnellement, il y a des fois où je trouve ça un petit peu déstabilisant. Comment est-ce que toi, tu fais pour gérer ça et comment est-ce que tu l'interprètes dans ta vie? Mm. Bah, je pense que les choses se sont construites progressivement. On s'attache à des gens, à des lieux, on écume aussi, on laisse les choses décanter et puis finalement s'effacer. Donc je suis pas dans un retranchement
on va dire, actif, mais je me ressource et je me retrouve là où je suis sensible à, je sais pas, à la finesse, à l'intelligence, à la beauté, à la bienveillance de l'autre, en fait. C'est ce que je recherche où que je sois, mais c'est pas nécessairement attaché à un point géographique. Mmh. Ce que l'on constate, c'est quand on est dans ce mouvement, c'est que ces espaces de sécurité, de ressourcement, bah, ils peuvent être partout. Et c'est ce à quoi je me rattache, où que je sois, pour me sentir voilà, épanoui. Ça me fait penser, à l'ouvrage d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières. Mm. Tu l'as lu Bien aussi? sûr, j'adore Amin Malouf. Et j'ai tellement aimé son concept justement un peu du millefeuille des identités, comme quoi on n'a pas besoin de se définir seulement en étant, X, Y ou Z, Mm. mais qu'on ait une construction permanente et on reçoit au final une partie de tous les gens qu'on rencontre. Bien sûr, moi, j'adore cet écrivain, ce philosophe et ce livre en particulier. Je pense que justement, le titre est tellement parlant. Les retranchements identitaires radicaux sont finalement des vraies prisons, des Mmh. vrais ghettos. Ce sont des tombeaux, en fait. Et dès lors que, c'est ce qu'il dit dans son livre, dès lors qu'on entre dans la vie humaine, dès le premier souffle inspiré, on est affecté, on est transformé Mmh. par notre environnement. Absolument. Et que la vie euh, va fluctuer ce qu'il y a en nous, va le faire évoluer, et que rien n'est jamais figé, tout est fluide, c'est un courant. Mmh. Voilà. J'aurais pas pu trouver meilleure conclusion. Mm. Honnêtement, Louis, merci beaucoup Merci à toi, Amy, un plaisir. et à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci.